Good Morning Business, le débat. Le débat sur le budget. Vous savez ce que font les lapins face à un fusil? Ils courent. C'est exactement. Je m'attendais au phare de la voiture. Non, c'est pareil. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles font face aux impôts? Elles lissent leurs comptes. Les particuliers, ils changent leur comportement. Voilà ce qui se passe face à une hausse d'impôts. On le sait tout ça, Nicolas. Non mais c'est vraiment l'histoire dont on parlait la fois dernière. Alors là, on a une information, c'est que l'OFCE a essayé d'être un peu recta sur les effets que va avoir ce budget. Effectivement, on se rend bien compte qu'on appuie. Enfin, c'est une montagne improvisée d'expédients budgétaires pour essayer de tenir vaguement 12 mois en évitant de se faire censurer par le Parlement. Il y a des pays qui ont remis complètement à plat leur système économique et qui ont d'ailleurs fait ça généralement sans envoyer un message de choc fiscal, parce que si vous avez un message de choc fiscal, se produit ce que vous êtes en train de décrire, mais c'est du travail. Comme disait Artus il y a 2 jours, la Suède l'a fait, elle a bossé 10 ans pour arriver à une remise à plat complète d'un système qui en 4 ans l'a fait passer de 11% de déficit à 1% d'excédent. Nous, on va juste casser la croissance. C'est une population qui n'est pas la même, c'est vrai, mais c'est du travail de préparation. Oui, alors là, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on a les 3 chiffres à retenir. 0,8 de croissance en 2025 contre 1,1 prévu. 5,3 de déficit, nous dit l'OFCE, contre 5% prévu. 8% de chômage avec 143 000 destructions d'emplois contre un taux de chômage qui, là, doit être entre 7,3 et 7,5. Il est attendu à 7,5 à la fin de l'année. Et évidemment que vont se produire toujours les mêmes effets avec les mêmes causes. C'est la fameuse définition de la folie dont on parle tout le temps d'Albert Einstein. Oui, effectivement, là, vous avez des cibles fiscales. Elles sont prises par surprise. Donc, elles vont tomber dans le piège du racket en 2025. Mais il y en a plein que vous ne retrouverez pas en 2026. Évidemment, vous avez des entreprises qui vont se prendre qui vont aussi être racketées et qui vont... Elles n'ont pas le choix. Elles ont 3/4 de l'effort qui repose sur leurs épaules et elles vont céder aux raquettes. Mais une entreprise, même si elle se porte bien, quand elle cède aux raquettes, derrière, c'est l'investissement qui va un peu céder, ce sont les embauches qui vont un peu céder. Quand vous voyez qu'à elles seules, Crédit Mutuel et Crédit Agricole, allez, vont donner 1,4 milliard d'IS supplémentaires. Oh, mais ils peuvent, ils ont de l'argent. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Forcément, il y a des arbitrages. Forcément, il y a des conséquences. Donc, si on veut effectivement rejouer la séquence Fillon 2011, Hérault 2013, ce qu'on est exactement en train de faire, allons-y. Alors, l'OFCE, dans son observation, dit oui, mais à côté de ça, il faut bien faire un truc. Bah oui. Pas laisser le déficit. Le fameux tendanciel, vous savez, on ne peut pas laisser le déficit. Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux? Donc il faut faire... Puisque vous êtes si malin. Si malin, je regarde sur 20 ans les exemples mais même de la Grèce à la limite. Bon, c'est un peu trash la Grèce. Mais les exemples des pays qui ont redressé leurs finances, comment ils ont fait, comment ils s'y sont pris. Je vais à la Société d'économie politique écouter Olivier Blanchard qui vous explique hier soir qu'il y a des choses à faire. Mais évidemment, c'est pas des choix qu'on impose en un budget. On l'étale minimum sur 3-4 ans. Ce sont pas des choix qui ont un effet au mois de janvier qui suit l'adoption du budget le 31 décembre. C'est pas de l'urgence, voilà. Là, on est dans l'urgence, donc on va avoir forcément les effets classiques que l'on peut avoir avec les décisions qu'on est en train de prendre. Alors il y a 2 bonnes nouvelles quand même, mais manque de bol, elles ne sont pas du fait du gouvernement. C'est que l'inflation recule beaucoup plus que prévu. Et on peut espérer que la BCE va nous donner un peu d'oxygène, mais... On n'attend pas 0,50, on attend plutôt 0,25 pour tout à l'heure. Oui, 0,50, Jean-Marc, ce serait l'effet waouh. j'apprends qu'il y avait une petite fête avec Olivier Blanchard hier soir, apparemment. C'est pas une petite fête, c'est le dîner mensuel de la Société d'économie politique. Très bien. Présidé par Jean-Marc Delvaux, dont je suis le président. D'accord, on n'a pas été invité. Mais l'objectif de la Société d'économie politique, nous avons été créés en 1842 pour obtenir du roi Louis-Philippe le passage au libre-échange. Et nous nous réunissons toujours. Et alors là, qu'est-ce qu'on demande au gouvernement? D'arrêter le sadofiscalisme? Qu'est-ce qu'on... Alors nous demandons, nous, membres de la Société d'économie politique, effectivement, de respecter le marché, d'arrêter le sadofiscalisme et de réaliser que, effectivement, en particulier, les actions de court terme ne sont pas les actions les plus efficaces. Alors, depuis 1842, il ne s'est pas passé grand-chose, finalement. Les idées sont toujours les mêmes sur le plan des erreurs que l'on doit commettre. C'est-à-dire, en 1842, on dénonçait les alchimistes, les gens qui sont persuadés que c'est en créant de la monnaie, en faisant de la dépense publique qu'on a, donc en mettant de l'or dans le système. Donc une économie d'alchimistes et non pas d'économistes. Et donc on est toujours dans cet état d'esprit. On a beaucoup dépensé, beaucoup mis d'argent sur le tapis, on a beaucoup fait de déficit et on n'a pas eu la croissance. Et donc la correction, je pense, alors les 0,8 de l'année prochaine,
prochaines vont susciter en moi la réaction habituelle dans ce genre de situation. Je ne suis pas Madame Irma. Et donc je ne sais pas, si on regarde la position dans le cycle, on s'aperçoit que le dernier indicateur composite avancé pour le G20 montre qu'on est plutôt dans une phase de légère amélioration de la situation cyclique. On est véritablement dans la phase où on remonte. Le cycle joue de façon plus positive. Nicolas l'a souligné, l'inflation va jouer effectivement de façon positive parce que la politique monétaire devrait s'adapter. Donc le résultat est effectivement difficile à analyser. Néanmoins, là où je confirme ce qu'a dit Nicolas et tout ça, c'est des sparadraps, mais sur un cautère sur une jambe de bois. Le véritable enjeu, c'est de faire des mesures qui sont des mesures structurelles. Et dans tous les exemples, malgré tout, qui ont été mis en avant jusqu'à présent, Patrick Artus par la Suède, dans les années 90, tout ça s'accompagnait d'une baisse du pouvoir d'achat de la population organisée par la dévaluation. C'est-à-dire on dévaluait et des gains à l'export organisés par la dévaluation. Là, on est dans un exercice où, comme on le dit maintenant, il faut faire une dévaluation interne. Une dévaluation interne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une baisse du pouvoir d'achat. C'est une baisse du pouvoir d'achat. Il faut organiser la baisse du pouvoir d'achat. Il faut effectivement organiser un transfert de la consommation vers l'investissement. Et donc, ce type de budget n'est pas là pour ça. Puisque vous êtes en lutte contre les sadofiscalistes, je voudrais juste vous lire quand même la citation de Mattei du Modem hier sur la flat tax, parce qu'il veut lui l'augmenter, il a passé à 33%. Il dit, ça ne sera pas un frein pour l'investissement, bien au contraire. Il est du MEDEF ? Il est du Modem. Ah oui, mais parce qu'il y a les sadofiscalistes, mais manifestement il y a les masofiscalistes aussi. Il y a ceux qui se réjouissent de 10 secondes. Dire monter de 30 à 33, ce ne sera pas un frein pour l'investissement. Bien au contraire. C'est une ânerie. Bien au contraire. De la même manière, Jordan Bardella avait réussi à me soutenir à BFM TV que ramener la retraite à 62, ça allait augmenter le taux d'emploi. Donc ça veut dire que l'eau ne mouille pas et que le feu ne brûle pas quand on dit ça. Bon, on en est peut-être là.